Ravi de t'avoir, Mickaël, sur ce podcast. Déjà, est-ce que tu as fait bonne route? Ravi d'être là, oui, sans problème. T'es venu d'où déjà? En train depuis Nancy, ce matin. Ok, impeccable. Je crois que tu as eu une journée un petit peu mouvementée, ça a bougé dans tous les sens ce matin. Plein de réunions aujourd'hui. Donc là, on va se poser, on va parler justement de ton expertise, on va parler de l'alcool. Il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter justement aujourd'hui, c'est dans le cadre du défi de janvier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais, ton métier, tes activités, et après on va dérouler la suite de cet épisode. Alors, je m'appelle Mickaël Biche, je suis psychiatre et addictologue, je travaille à Nancy et je suis administrateur de la Société française d'alcoolologie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller justement vers la psychiatrie et de t'orienter aussi un petit peu vers l'addictologie? Alors moi, je me suis vraiment orienté vers l'addictologie précocement, même pendant les études de psychiatrie, avec un élément de motivation principale qui est le décloisonnement en fait. L'addictologie, c'est une spécialité qui par essence est fondée sur le décloisonnement, c'est-à-dire que ce n'est pas une spécialité d'organes comme les pathologies, comme la dermatologie, la peau est un organe, c'est une spécialité transverse qui va obliger de faire appel à des partenaires, à des connaissances un peu diverses, et mon intérêt pour l'addictologie, il est vraiment né de là. On peut rajouter une chose sur l'intérêt pour l'addictologie, c'est que plus que n'importe quelle autre discipline, à mon avis, c'est quelque chose qui nécessite de l'engagement. Je ne dis pas du militantisme parce que ça ne prend pas forcément cette forme-là, mais de l'engagement parce que quand on fait de l'addictologie, on travaille avec les patients au quotidien, mais on doit aussi se battre contre de la désinformation et spécifiquement de la désinformation sur l'alcool. On va en parler justement, ça va être tout le thème de cet épisode, de parler de désinformation. Un premier mot sur l'alcool, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Sur qu'est-ce qu'est l'alcool finalement? Une question très large pour commencer, ouais. L'alcool a une place particulière en France, mais la vision d'un médecin de l'alcool, dans ma pratique quotidienne, moi c'est d'abord la vision d'un toxique en fait finalement, d'une substance psychoactive, c'est-à-dire qui va dans le cerveau, pas que dans le cerveau, mais qui va dans le cerveau, qui modifie son fonctionnement au cerveau et qui a des conséquences immédiates et des conséquences durables aussi. C'est une vision un peu biaisée, mais c'est une vision médicale. Est-ce que tu observes une évolution des mentalités sur l'alcool en France? Il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution des consommations. D'abord, la consommation moyenne par Français et par an d'alcool, elle a plutôt tendance à diminuer. Ensuite, le mode de consommation d'alcool des Français change, c'est-à-dire que la consommation quotidienne diminue. En revanche, les alcoolisations ponctuelles importantes, c'est-à-dire le fait de, entre guillemets, se mettre minable, plus particulièrement chez les jeunes, c'est un comportement qui a plutôt eu tendance à se développer ces dernières décennies, dernières années, et qui engage d'autres problèmes qui sont à évaluer et à prendre en charge. Est-ce que tu as pareil un petit overview de qui consomme de l'alcool en France? Alors l'alcool, il est présent dans toutes les strates de la population. La première expérimentation d'alcool, souvent familiale, elle est autour de l'âge de 11-12 ans en France. La première expérimentation entre copains, entre pairs, elle est autour de 15 ans. Donc il y en a vraiment dans toutes les strates. Mais la distribution de la consommation de l'alcool, elle est très inégale. Elle n'est pas du tout linéaire dans la population. C'est-à-dire que globalement, une petite partie des Français consomment l'immense majorité de l'alcool vendu en France. En gros, à peu près 20% des Français consomment à peu près les 3/4 de l'alcool qui est vendu en France. C'est évidemment plutôt ces gens-là qui vont avoir, ces personnes-là qui risquent d'avoir des problèmes avec l'alcool, parce que plus les quantités sont importantes, plus il y a le risque d'avoir des problèmes. On va passer maintenant sur la partie pratique. Du coup, tu es confronté, je pense, à des patients tous les jours. Comment ça se passe? Comment se passent ces interactions avec tes patients? Alors, comme je te le disais, l'addictologie, c'est une discipline qui, plus que d'autres, nécessite d'oublier ses propres désirs et de prendre en compte ce que veut le patient. Ça fait une grande partie de l'intérêt de l'addictologie, des soins aux patients qui ont des problèmes avec l'alcool, des troubles de l'usage d'alcool, que d'essayer de faire en sorte d'amener le patient vers la détermination de son propre objectif, qui n'est pas le mien, pas forcément, mais qui doit correspondre dans une certaine mesure aux données sanitaires, médicales, mais accompagner quelqu'un à exprimer de manière éclairée son propre désir. Parfois, l'objectif vis-à-vis de la consommation d'alcool, par exemple, est secondaire. Ce que je veux en premier, c'est préserver ma famille, préserver mon travail, préserver mes relations sociales et reprendre le contrôle sur ma consommation d'alcool ou arrêter l'alcool. Et un levier et un outil est perçu initialement comme un outil pour accompagner, pour arriver à cet objectif. C'est très bien, c'est une très très bonne chose. Et ensuite, au cours de la prise en charge longitudinale,
Bien sûr qu'il y a de l'accompagnement pour faire naître ce qu'on pourrait appeler de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire je vais aussi faire les choses pour moi, parce que la motivation intrinsèque, elle aide à tenir les objectifs dans le temps, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour engager une prise en charge. Ça, c'est important vis-à-vis de tous les gens qui peuvent se sentir en difficulté avec une consommation, un usage. Pour être accompagné, on n'a pas besoin de motivation intrinsèque au début, de vouloir faire les choses pour soi, on peut le faire pour les autres. Et c'est le travail d'accompagnement qui peut faire naître la motivation intrinsèque. Je parlais tout à l'heure du profil des personnes qui boivent de l'alcool. Est-ce qu'il y a un profil type aussi de personnes qui viennent te consulter ? Il n'y a pas de profil type. Vraiment, les addictions, c'est quelque chose qui... Enfin, ça peut concerner tout le monde, à des âges différents de la vie en fonction des addictions, en fonction des degrés de gravité. Les strates sociales, les catégories socio-professionnelles peuvent influer, mais par exemple, je prends un exemple, la cocaïne, on a encore dans la tête l'image que la cocaïne est une drogue plus présente dans les couches sociales supérieures, les gens aisés financièrement, etc., ce qui est complètement faux. La cocaïne a aujourd'hui infiltré toutes les strates sociales, les étudiants, les artisans, etc. Donc, l'échantillon de population qu'on voit en addictologie, c'est le reflet de la société, en fait. C'est pas un profil de gens qui ne nous ressemble pas. C'est ça, c'est l'un des messages aussi à faire passer, c'est que il n'y a pas un profil type, on n'a pas l'image, on peut avoir l'image de l'alcoolique, de la personne qui va au bar tous les soirs, etc., mais c'est pas forcément cette personne-là. On n'utilise pas en addictologie le mot alcoolique, parce que, on l'utilise plus en tout cas, parce que ce mot alcoolique, il renvoie dans la tête des gens à une dichotomie dans la population. Il y a les alcooliques, ils doivent arrêter de boire jusqu'à la fin de leur jour, et il y a les pas alcooliques, de fait, en miroir, qui pourraient continuer à ne pas faire attention à boire jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas vrai, c'est pas ça la réalité clinique. La réalité clinique, c'est que tout le monde, vous, moi, on se situe entre deux extrêmes qui est, je n'ai jamais consommé, je suis primo-abstinent, j'ai jamais consommé d'alcool, j'en consommerai jamais pour des raisons qui me sont propres. Et à l'autre extrême, j'ai toutes les conséquences possibles, imaginables, physiques, sociales, professionnelles, du trouble de l'usage d'alcool. Tout le monde se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Et ce qui nous permet de mesurer le niveau d'intervention qu'on doit avoir en addictologie, c'est essentiellement les conséquences, finalement. Quelle est l'ampleur des conséquences sociales, professionnelles, pas que physiques? C'est la question que j'allais te poser, c'était de savoir est-ce qu'il y avait un niveau à partir duquel on peut être considéré comme addict, et du coup, d'après ce que je comprends, c'est pas tant en termes de consommation, en termes de volume de consommation, c'est vraiment en termes de conséquences aussi sur la vie. C'est vraiment pas en volume de consommation, parce qu'on n'est pas tous égaux devant les produits, même devant les comportements d'une manière générale, et donc il y a quand même des critères, hein. Il y a un continuum, mais il y a quand même des critères pour faire un diagnostic d'addiction, et globalement, qu'on va pas tous détailler, mais globalement, le principe, c'est un comportement d'usage, avec une perte de contrôle répétée ou continue. Quand je dis perte de contrôle, c'est j'avais prévu de boire 2 verres, j'en ai bu 5, j'avais prévu de ne pas en boire, j'en ai bu, donc je perds le contrôle de manière répétée. Il y a un pendant psychique de cette perte de contrôle qui est le craving, j'ai des envies irrépressibles de consommer, et j'ai des conséquences physiques, mais parfois elles sont tardives avec les produits, des conséquences sociales, professionnelles, j'arrive pas à remplir des obligations, par exemple je rate les cours le lendemain des consommations d'alcool, et puis parfois des symptômes pharmacologiques, c'est-à-dire un syndrome de sevrage, j'ai réduit ma consommation et j'ai des symptômes, un syndrome de tolérance, j'ai besoin de faire plus ou plus longtemps le comportement, de boire plus en plus grande quantité ou plus souvent pour garder le même effet. Très clair. Est-ce que on peut arrêter l'alcool? Est-ce qu'on peut ne plus être addict? Oui, on peut guérir, d'autant mieux et d'autant plus rapidement qu'on prend les choses tôt et que la conduite est moins grave. Si j'ai un trouble de l'usage d'alcool avec une dépendance physique, ce qui n'est pas la majorité des gens qui ont un problème d'alcool, les tremblements le matin, les sueurs, etc. D'abord, je ne peux pas arrêter brutalement tout seul, c'est déconseillé parce que je peux avoir des accidents de sevrage qui peuvent être dangereux, mais en plus, le traitement est plus compliqué et plus long. Si la conduite est moins sévère, qu'elle dure depuis moins longtemps, que je suis moins désinséré, l'intervention va peut-être être moins importante, l'intervention soignante et médico-psychosociale, et la rémission, le rétablissement peut être acquis un peu plus rapidement. J'ai déjà entendu qu'il y a des personnes qui ont peur de se lancer, d'affronter leur addiction parce qu'elles ont peur de la rechute. Est-ce que justement tu as peut-être quelque chose à leur dire? Comment ça se gère aussi d'un point de vue professionnel de santé, etc. Alors d'abord, la rechute, ça fait partie du problème. Quelqu'un qui a une consommation qui l'arrête sans trop de difficultés
et n'a jamais de risque de rechute ou de rechute, la question de l'addiction se pose. C'était une addiction légère ou même on était frontière et pas tout à fait dans le diagnostic d'addiction. Pourquoi? Parce que le processus de rechute, de dérapage, qui n'est pas forcément une grosse rechute, ça fait partie du problème puisque un des symptômes principaux de l'addiction, c'est la perte de contrôle. Donc la rechute fait partie du processus et rechuter, c'est pas repartir à zéro. Quand vous avez un parcours de réduction, de consommation, de reprise de contrôle ou d'arrêt et que ça dérape, l'expérience que vous avez eue du moment, soit vous avez repris le contrôle, soit vous avez arrêté, vous la gardez. Vous ne repartez pas de zéro. Vous allez continuer à vous nourrir de cette expérience-là et de cette période qui s'est bien passée, moins bien passée, quel a été l'élément déclencheur. C'est des choses qui se travaillent. On ne repart pas de zéro et la rechute, c'est normal. Parce que justement, on a inscrit là, cet épisode de podcast dans le cadre du défi de janvier, donc qui va commencer en janvier, comme c'est dit, avec l'objectif de réduire la consommation d'alcool. Et justement, il y a des personnes, des fois, qui ratent un jour sur ce défi, etc. Donc c'est important, effectivement, de leur dire que ça fait partie du processus. Et peut-être pour rebondir justement sur ce défi, j'ai entendu dire que quand on arrivait à arrêter pendant 2 semaines, 1 mois, les chances d'arrêt total étaient plus importantes. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être des mécanismes qu'on s'affronte? Alors il faut savoir que le défi de janvier, si on le compare au mois sans tabac, par exemple en novembre, le mois sans tabac, il a un objectif très clair, mettre le pied à l'étrier pour l'arrêt définitif. Pourquoi? Parce que ce qui améliore la survie quand on est fumeur, c'est l'arrêt définitif, l'arrêt complet. Pour l'alcool, le défi de janvier n'a pas tout à fait le même objectif. D'abord, le défi de janvier ne s'adresse pas prioritairement aux gens qui ont un trouble de l'usage d'alcool, spécialement s'il est sévère. Si vous avez une dépendance physique, il faut être très prudent. Le défi, on ne peut pas réduire ou arrêter sans risque, donc il vaut mieux être accompagné par des professionnels. Le défi de janvier, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ça s'adresse à tous les gens qui consomment de l'alcool pour essayer de mieux appréhender leur rapport à l'alcool. Ça ne s'adresse pas majoritairement aux gens qui ont un problème avec l'alcool. Donc même moi, je peux m'en servir aussi pour... Si tu n'as pas de problème avec l'alcool, ça te concerne aussi. Si tu ne sens pas avoir de problème avec l'alcool, en tout cas. Pourquoi? Parce que l'idée du défi de janvier, c'est de manière individuelle et collective de se lancer dans un défi, de se mettre au défi, de ne pas consommer d'alcool pendant 1 mois, et donc de s'éprouver aux sollicitations et de les ressentir de l'intérieur, c'est-à-dire je dis non à une consommation d'alcool, je vois comment les gens insistent, comment ils me font des réflexions parce que j'ai choisi de ne pas consommer. Et maintenant on sait qu'on commence à avoir des éléments de preuve scientifiques sur le fait que ça a des bénéfices immédiats, sur le sommeil, sur la qualité de la peau, etc. Des bénéfices au long cours aussi, sur les 11 autres mois de l'année. Les gens qui font le défi de janvier choisissent mieux leur consommation sur le reste de l'année. Ils sont plus éclairés, ils sont plus à même de faire des choix favorables à leur santé et à choisir leur conso et à ne pas consommer parce qu'il y a une injonction à consommer. Ça justement, cette injonction, c'est un vrai sujet, cette pression sociale. Je pense qu'on a tous été étudiants, tous été jeunes, on l'a tous subi un petit peu. Est-ce qu'il y a des leviers justement que tu pourrais transmettre peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent, aux plus âgés, etc. Parce qu'il y a cette oui, d'abord la pression sociale, elle est différente selon les âges, mais elle existe à tous les âges, c'est les consommateurs d'alcool. Si on applique à l'alcool la notion qu'on a aujourd'hui, que beaucoup de gens connaissent, de consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? Le consentement, c'est un oui énoncé, franc, massif, éclairé et révocable à tout moment. C'est-à-dire que l'absence de non n'est pas un consentement. Et ça, je crois que tout le monde, et spécialement les jeunes, sont informés là-dessus et le savent maintenant. Si on essaie d'appliquer ça à l'injonction à consommer de l'alcool, quelles que soient les classes d'âge, dans des contextes différents, soirées étudiantes, repas de famille, les plus âgés, etc., les verres sont sur la table, la bouteille est ouverte. Si vous ne dites rien, on vous sert. Si vous dites non et que vous ne mettez pas la main sur le verre en disant stop, il est possible qu'on vous serve aussi. Le consentement, la notion même de respect du consentement est très peu appliquée en France vis-à-vis de l'injonction à consommer de l'alcool. Et si vous mettez la main sur le verre et que vous dites non, on peut vous demander de vous justifier. C'est-à-dire globalement, je vais le dire comme ça parce que ça a été dit à la télé il n'y a pas si longtemps, t'es chiant, tu bois pas d'alcool, ou alors tu as un problème avec l'alcool, ou alors tu nous caches une grossesse. Mais on devrait se justifier d'avoir choisi de ne pas consommer d'alcool à un moment, alors que, à l'inverse, en France, il est assez rare qu'on demande aux gens de se justifier de consommer de l'alcool. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ces injonctions-là? D'abord, il y a une place pour la prévention qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que globalement, on doit accompagner les jeunes, mais très très jeunes en fait, potentiellement avant les premières consommations d'alcool, à faire des choix éclairés.
favorables à leur santé si possible, mais éclairées en tout cas, c'est-à-dire que les consommations d'alcool sont le fruit d'un choix personnel et pas le fruit d'une injonction. Informer sur les risques, c'est pas suffisant. C'est important, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Spécialement chez les jeunes, parce que vous serez malade dans 30 ans, ça aide pas beaucoup les gens à mieux choisir leur consommation d'alcool immédiatement. Par contre, informer sur les risques immédiats, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un rapport de la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives, la MILDECA, qui est sorti il y a quelques semaines seulement, qui montre que plus de la moitié des violences sexuelles et sexistes en milieu étudiant sont commises en présence d'alcool, auteurs et ou victimes. On ne dit pas que l'alcool est responsable de la violence, c'est les gens qui sont responsables de la violence, mais il y a une vulnérabilité immédiate qui est induite par l'alcool et de la désinhibition qui permet l'expression de ces violences. Alors, si je peux partager quelque chose, parce que je sais que moi, je n'ai jamais trop bu et j'avais ces injonctions à l'alcool. Ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, quand tu laisses passer l'orage, on va te mettre la pression pendant, ça dure 10, 20, 30 secondes, mais une fois que tu as passé, les gens, ils sont tranquilles avec ça. Tu as des bonnes compétences psychosociales, en fait, pour laisser passer cette chose-là et avoir la capacité de se dire, mais moi, je ne fais pas comme les autres et je l'assume, je suis différent, etc. Alors, plus on vieillit, plus c'est facile. Mais quand on a 17 ans, comment est-ce qu'on s'affirme, comment est-ce qu'on appartient à un groupe, etc. Il faut savoir que les premières consommations d'alcool entre amis, elles sont souvent vécues comme un acte de conformation sociale. Je suis dans un groupe où ça consomme, je me conforme aux codes sociaux en consommant. C'est pas un acte de défiance, enfin pas la majeure partie du temps. Souvent c'est un acte de conformation sociale. Pour ne pas se conformer, finalement, il faut avoir des compétences psychosociales. Tu parlais tout à l'heure justement effectivement que les messages des risques à long terme, ils prenaient pas trop chez les jeunes, que les risques à court terme, ça a tendance à plus se prendre. Il y en a un dont on parle beaucoup, c'est le coma éthylique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ses conséquences, de comment ça fonctionne? Le coma éthylique, c'est extrêmement dangereux en fait. On pourrait l'appeler overdose d'alcool. On n'utilise pas le mot overdose pour l'alcool, mais en fait c'est une overdose d'alcool qui va engager des troubles de conscience par l'effet direct toxique de l'alcool sur le cerveau. Donc quand on dit coma, trouble de conscience, la différence avec le sommeil, dormir et être alcoolisé, c'est le fait d'être réveillable ou pas. Si on n'est pas réveillable, on est dans le coma. Avec d'autres manifestations possibles, on peut avoir sa température corporelle qui baisse, même si on a la sensation que l'alcool réchauffe, donc un risque d'hypothermie, un risque d'hypotension artérielle, la tension artérielle qui baisse, et ça peut faire souffrir des organes. Et puis, un risque, comme on a de l'alcool dans le tube digestif, et que le tube digestif le supporte très très mal, que ça l'irrite, de vomissement, mais contrairement au sommeil, quand on est dans le coma, on n'a pas le réflexe, le système nerveux n'envoie pas le réflexe de fermer les voies respiratoires, et donc on a un risque d'inhalation, et c'est comme ça qu'on peut mourir du coma éthylique, de l'overdose d'alcool, soit par défaillance d'organes parce que la tension baisse trop, soit par hypothermie, soit par inhalation en s'étouffant finalement. L'alcool, ça peut tuer par cirrhose, mais ça met des dizaines d'années à s'installer, mais quand ça vous tue par une alcoolisation aiguë, ça vous tue jeune et ça vous fait perdre énormément d'années de vie. L'alcool est une cause d'hospitalisation extrêmement fréquente et une cause de passage aux urgences extrêmement fréquente. Je crois que tout le monde a été confronté dans son entourage au fait que quelqu'un puisse avoir des dommages liés à l'alcool, des dommages immédiats liés à l'alcool, qu'ils soient physiques, je suis tombé, je me suis cassé le nez, qu'ils soient sociaux, psychologiques, je me suis montré sous un jour sous lequel je ne voulais pas me montrer, etc. Tu parlais tout à l'heure de vulnérabilité chimique face à l'alcool. Est-ce que tu peux revenir dessus, pareil, étayer un petit peu? La définition de la vulnérabilité chimique, on peut la faire de manière complémentaire à celle de la soumission chimique. La soumission chimique, c'est l'administration à une personne, à son insu, d'une substance à des fins soit délictuelles, agresser sexuellement ou pas, voler, etc., soit à des fins criminelles, violer notamment. Il y a une définition complémentaire à cette définition de la soumission chimique, qui est la définition de la vulnérabilité chimique, qui est beaucoup plus simple comme définition en fait, qui est globalement un produit qui est pris pas à l'insu, souvent de l'alcool, et qui va placer dans une situation de rendre plus vulnérable à une agression sexiste, sexuelle. Et l'alcool n'est pas un produit de soumission chimique, parce qu'il est jamais ou presque administré à l'insu. Par contre, c'est un produit de vulnérabilité chimique extrêmement importante. Je voudrais revenir aussi sur un autre aspect dont on parle assez peu finalement, c'est justement les campagnes marketing qui sont faites par les producteurs d'alcool. Comment ils arrivent à nous ancrer cette image un peu positive de l'alcool? On la voit dans les films, on la voit dans les séries, etc., etc.
Voilà, est-ce que tu as un retour aussi là-dessus? Alors, l'alcool est très présent dans le paysage publicitaire. Il y a une loi qui encadre ça, mais il y a des entorses assez régulières à la loi E20. Surtout, l'alcool est associé dans l'esprit, c'est une représentation mentale en France, à la convivialité, dans un sens vraiment unidirectionnel. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent alcool vers convivialité. L'alcool a la capacité de générer de la convivialité. C'est pas tout à fait vrai. Au mieux, la relation est bidirectionnelle, c'est-à-dire la situation conviviale entraîne la consommation d'alcool. L'alcool peut créer de la désinhibition qui va engager le fait que ça va être vécu un peu différemment, mais s'il n'y a pas de convivialité et qu'il y a de la désinhibition, il y a de la violence. En fait, c'est les humains qui génèrent la convivialité entre eux et pas l'alcool. Les campagnes marketing alcool vont pouvoir jouer là-dessus. Elles vont pouvoir jouer aussi sur des choses qui sont assez contraires à la loi E20, hein, c'est-à-dire présenter des caractéristiques non objectives liées au produit, mais plutôt, ça c'est un alcool très masculin, vous savez, on présente des tonneaux, des gens costauds avec des masses sur l'épaule, des barbes fournies, etc. Ou alors au contraire c'est très féminin, c'est des techniques marketing assez basiques. Et puis les industriels, les filières de production et notamment les lobbyistes des filières de production de boissons alcoolisées revendiquent une place dans les actions de prévention et de modération. Aujourd'hui, l'OMS contre-indique cette place-là de la part des filières de production de boissons alcoolisées, tout simplement parce que la distribution de la consommation d'alcool dans la population n'est pas homogène et que quand vous avez 75% de votre chiffre d'affaires sur 20% de vos clients, qui sont évidemment ceux qui ont des problèmes, vous ne pouvez pas vous passer du mésusage. Deuxièmement, les industriels, les filières de production, les lobbyistes de filières de production axent beaucoup leur discours sur la prévention ciblée, c'est-à-dire on ne parle pas du tout à tout le monde, on va parler à des gens en particulier, parce que comme ça n'attaque pas le marché. Axe beaucoup sur la responsabilité individuelle et pas la responsabilité populationnelle. Les gens qui boivent trop, c'est leur problème, c'est des gens qui ont des problèmes individuels, etc. C'est pas tout à fait vrai. Si vous incitez, si vous exposez, même les gens qui ont moins de vulnérabilité individuelle, à un moment, ça va quand même faire augmenter le problème. C'est vrai que c'est des messages qui sont durs. Il y a aussi, pareil, la distinction entre vin et alcool fort. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, donc un petit rappel aussi là-dessus sur les doses d'alcool qui sont contenues dans les... Quand on fait de la dictologie, on s'intéresse à la quantité d'éthanol présent, l'alcool éthylique, l'éthanol qui est le toxique et responsable de l'addiction dans les boissons alcoolisées. Molécules d'éthanol. On compte la quantité d'éthanol dedans. Alors dans une dose dite bistrot, une dose du commerce, il y a 10 grammes d'alcool, c'est standardisé, c'est-à-dire 10 centilitres de vin, y compris vin mousseux, 25 centilitres de bière à 5 degrés, et le niveau de risque, on l'établit par rapport à la quantité totale d'alcool. Ensuite, ça ne veut pas dire que dans une prise en charge individuelle avec un patient, on ne peut pas utiliser le degré d'alcool des boissons pour l'accompagner à réduire, par exemple. Quelqu'un qui dit moi je bois, je sais pas, 3 bières par jour et c'est des bières à 8 degrés, si on arrive à accompagner, à passer des bières à 6 degrés, la quantité d'alcool sera moindre, le volume de bière elle-même, mais pas la quantité d'alcool, et on réduit le risque. Un autre sujet qui est ici très intéressant, c'est que quand on a un problème avec l'alcool, ou pas d'ailleurs, ça implique souvent les proches. Comment les proches peuvent aider les personnes qui ont peut-être des questions, pas forcément un problème, des questions avec l'alcool? La place de l'entourage, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et c'est pas juste un élément de langage. Quand quelqu'un a un trouble de l'usage d'alcool, c'est une organisation familiale, sociale qui est modifiée au quotidien finalement. Donc travailler avec l'entourage est essentiel. La plupart des structures d'addictologie qui s'appellent des XAPA peuvent recevoir l'entourage, non pas pour dire la vérité sur leurs proches qui consomment, mais pour parler de leur vécu à la maison, ou même au travail, ou dans d'autres espaces des consommations. Et est-ce que l'environnement peut être aidant? Oui, l'environnement peut être aidant, l'environnement peut ne pas l'être aussi. Ce qu'on peut conseiller peut-être à des proches qui s'inquiètent pour un de leurs proches dont ils pensent qu'il a un trouble de l'usage d'alcool ou des conséquences, c'est de le dire, c'est de dire cette inquiétude. Il ne s'agit pas forcément de dire tu as un problème avec l'alcool, tu devrais faire comme ci, comme ça, de s'exprimer pour l'autre et sur ce qu'il ressent lui, mais de dire ce qu'on ressent soi, c'est-à-dire moi je suis inquiet
pour toi. Ça, c'est valable dans la famille, c'est valable entre camarades pendant les études secondaires, etc. Dire son inquiétude, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable en termes d'effet et qui place aussi la personne dans un contexte qui est on m'a pas fait la morale, on m'a pas dit ce que je devrais faire et j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui s'inquiète pour moi. Peut-être la personne ne va pas revenir vers vous tout de suite ou pas engager des soins tout de suite, mais en tout cas ce setting-là et à prendre soin les uns des autres et dire son inquiétude est quelque chose c'est pas rien du tout. On peut tout à fait dire son inquiétude même si soi-même on consomme. Peut-être on peut dire un petit mot sur, parce que tu disais que justement que tu étais administrateur de la Société française d'alcoolologie, qui édite justement une application My Défi de janvier, justement qui aide aussi à faire le point sur sa consommation. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement comment ça fonctionne? L'application My Défi de janvier, c'est une application où on peut saisir ses consommations d'alcool, voilà, avec des petites choses sympas, des récompenses, et puis on peut voir sa progression. C'est valable pour My Défi de janvier, c'est valable pour plein d'applications qui naissent aujourd'hui en santé, d'accompagnement, qui permettent de vous envoyer des petits messages d'encouragement. Il faut le prendre vraiment comme un outil qui peut nourrir la motivation individuelle, mais aussi le défi collectif en partageant ses résultats, etc. Est-ce que tu as déjà été surpris par le déclic d'un patient qui a décidé d'arrêter ou vraiment de réduire? Est-ce que les gens ont systématiquement des déclics? Pas forcément. C'est-à-dire parce que le déclic dans l'inconscient collectif, il est souvent rattaché à « j'ai touché le fond et ça m'a permis de rebondir ». Vous savez, cette métaphore-là. Non, mais si on touche pas le fond, c'est bien aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de déclic et qui vont aller mieux progressivement et par paliers. C'est chacun sa méthode. Est-ce que tu as des patients un peu créatifs qui ont caché leur consommation à leurs proches de manière un peu... voilà, qui cherchent des choses justement pour pas consommer à côté de leurs proches et justement les préserver? Pour l'alcool, tout est possible puisqu'on a des troubles de l'usage d'alcool qui sont très sociaux finalement, des gens qui ne boivent jamais seuls et qui peuvent avoir des conséquences majeures en n'ayant jamais bu un verre d'alcool seul parce que tous les soirs ils peuvent sortir, aller au bistrot, aller sortir avec des amis, aller manger, à midi manger en réunion de travail avec de l'alcool et puis d'autres personnes qui vont avoir une consommation d'alcool beaucoup plus socialement isolée. Avoir une addiction, ça nécessite des compétences sociales. Mais oui, bien sûr que l'ingéniosité pour cacher des bouteilles, pour les enterrer dans le jardin, ça peut exister. C'est quelque chose qui rend plus difficile l'accès aux soins. Ça me semble important de préciser aussi que c'est pas parce qu'on cache qu'on est dans le déni. Parce que il y a aussi cette représentation un peu comme ça étendue qui est que les gens, on peut rien faire pour eux parce qu'ils sont dans le déni. Ça ne concerne pas tant de personnes que ça. Le déni, c'est un mécanisme de défense psychiatrique, pathologique, qui consiste à mettre quelque chose qu'on ne veut pas voir dans une sphère inconsciente. La plupart des gens qui ont un trouble de l'usage d'alcool ne sont pas ou que partiellement dans le déni. C'est-à-dire que globalement, ils se rendent compte au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils s'illusionnent. On peut tous s'illusionner. On a tous la capacité à s'illusionner. On parlait des étudiants tout à l'heure. Je sais pas, j'ai un examen, j'ai un partiel demain, il y a un module que j'ai pas du tout travaillé, et puis d'un coup je me mets à faire le ménage à la maison parce qu'il faut absolument que je fasse le ménage, c'est important, c'est très sale chez moi, etc. Je m'illusionne sur le fait que ce module-là, il n'existe pas pendant quelques temps. Je pense pas en fait, je l'ai pas refoulé dans l'inconscient. Je sais que ça existe et que je vais me planter demain parce que j'ai pas révisé, mais je m'illusionne pendant quelques temps parce que c'est plus simple à gérer en termes d'économie psychique. Ça, on peut tous le faire, et quand on a un trouble de l'usage d'alcool, on peut le faire aussi. Très clair. Il y a peut-être un petit dernier message pour finir cet épisode, un message justement à toutes les personnes qui veulent se mettre au point, qui veulent faire un petit bilan sur leur consommation, sur leurs proches, etc. Est-ce que voilà, un message généraliste? Alors déjà, le défi de janvier, c'est un excellent moment collectivement pour faire le point sur sa consommation d'alcool, sur son rapport à l'alcool dans l'environnement dans lequel on vit, et puis s'interroger sur est-ce que mes consommations, elles sont le fruit de mon désir personnel ou est-ce que je me conforme à ce qu'on attend de moi? Je trouve que c'est un beau message de fin, donc s'interroger. Merci beaucoup Mickaël pour ton passage sur ce podcast et bravo pour tout ce que tu fais aussi. Merci.